personne, mais c'est une exploitation familiale appartenant à Madame Ndeye Diop. Elle est là, Madame Ndeye Diop, qui a travaillé, qui a été appuyée par l'Association sénégalaise pour la promotion de l'agriculture biologique ASPAP. Et aujourd'hui, elle est arrivée à ce niveau de développement. Quand l'ASPAP venait ici avec elle, c'était vide, il n'y avait rien. Et aujourd'hui, par son courage, Masha'Allah, et par son abnégation et par son travail, en tant que femme, elle est arrivée à avoir combien d'hectares? Wow. Très bien. Wow. Ami Gueye. Ami Gueye. yow Ndeye Diop. Aujourd'hui, fii ñaata hectare la tey? 5 hectares. Maintenant, ici, c'est un exemple d'agroécologie, d'agriculture écologique biologique. Parce qu'elle fait en même temps d'autres cultures pendant l'hivernage. Donc, c'est de l'agroforesterie qu'elle est en train de mettre en place ici. On va la laisser parler après et ensuite on se sépare en groupe. Ce que nous sommes en train de faire, c'est l'élaboration du plan stratégique national agriculture écologique biologique 2017-2037. Aujourd'hui, nous faisons ce travail à l'instar d'autres pays d'Afrique. Le projet par lequel nous sommes venus ici s'appelle l'initiative agriculture écologique biologique. Cette initiative est mise en place d'abord par l'Union africaine en partenariat avec l'ensemble des acteurs qui font la promotion de l'agriculture écologique biologique. Aujourd'hui, cette initiative est mise en œuvre dans 8 pays d'Afrique. 4 pays en Afrique de l'Est, c'est le Kenya, c'est l'Ouganda, c'est la Tanzanie et l'Éthiopie. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est le Bénin, le Nigeria, le Mali et le Sénégal. Au niveau continental, nous avons l'Union africaine qui pilote le comité de pilotage. Au niveau sous-régional, il y a le réseau ouest africain pour l'agriculture biologique dont la FENAP est membre et même membre du comité exécutif. Au niveau national, il y a la Fédération nationale pour l'agriculture biologique qui met en œuvre cette initiative. Et aujourd'hui, la FENAP est en train d'élaborer le plan stratégique national agriculture écologique biologique. Pourquoi? Pour permettre une alternative à l'agriculture conventionnelle. L'agriculture conventionnelle, comme vous le savez, utilise abusivement des engrais et des pesticides chimiques de synthèse, des herbicides. Et cette forme d'agriculture a fini de réduire sensiblement les populations d'abeilles de notre pays. Cette forme d'agriculture conventionnelle participe au réchauffement climatique parce que cette forme d'agriculture participe de 12 à 30% des émissions de gaz à effet de serre au niveau de l'atmosphère. Cette forme d'agriculture a fini de polluer les terres, de polluer les mers, de polluer l'eau par les nitrates. Mais aussi cette forme d'agriculture a permis un déboisement massif au niveau de nos pays.
donc une dégradation des ressources naturelles, sol, eau, forêt, biomasse, etc. Et aujourd'hui, nous voulons aller vers une alternative. Et cette alternative, c'est l'agriculture écologique biologique, qui n'utilise ni de pesticides chimiques, ni d'engrais chimiques, ni d'herbicides chimiques, mais aussi qui collabore avec la nature. C'est une agriculture qui n'essaie pas de dominer la nature, mais qui collabore avec la nature. Et aujourd'hui, cette forme d'agriculture permet la séquestration du carbone du sol, CO2. Cela veut dire que cette forme d'agriculture lutte contre les gaz à effet de serre et donc est un puissant moyen de résilience, d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. C'est l'agriculture de demain. C'est une agriculture propre. C'est une agriculture qui fournit des aliments sains, qui sont très bons pour la santé de l'homme, qui sont très bons pour la santé de l'animal, mais aussi qui fait une bonne gestion des ressources naturelles, donc la durabilité. Et aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir sur les systèmes de production agricole au niveau de la zone Niayes, Petite Côte, qui concerne les régions de Dakar et de Thiès. Nous l'avons fait en Casamance, c'est-à-dire que donc dans la zone Casamance qui concerne Sédhiou, Ziguinchor et Kolda. Nous l'avons fait au niveau de la zone centre-est qui concerne les régions de Tambacounda, Kédougou, Kaolack, Fatick, Diourbel et Kaffrine. Nous l'avons fait aussi dans la région de la zone de la vallée du fleuve, la zone sylvopastorale, qui concerne les régions de Saint-Louis, de Matam et de Louga. Et là, je peux dire, c'est la zone de prédilection de la culture risicole. Cela veut dire avec une utilisation abusive d'intrants chimiques, et le coordinateur de la FENAP, zone nord, nous sommes heureux qu'il puisse nous rejoindre, M. Abdoulaye Faye. Quand nous avons été au niveau de la vallée du fleuve, nous avons dit, mais pourquoi vous, paysans, pourquoi vous êtes dominés par la riziculture? Pourquoi la tyrannie de la riziculture? Vous avez la maîtrise de l'eau, vous avez les terres. Aujourd'hui, le Sénégal devait être indépendant en matière de production fruitière par le biais de la vallée du fleuve. Le Sénégal devait être autosuffisant en matière de semences, de n'importe quelle semence, que ce soit maraîchère, fruitière, que ce soit pour les céréales. Mais que la monoculture de riz n'est pas durable. Nous savons qu'on utilise beaucoup d'engrais chimiques, beaucoup de pesticides chimiques, avec les conséquences que nous savons. Quels seront ces effets sur notre santé? Le gouvernement a initié le programme autosuffisance en riz. Il y a un chaînon manquant. Où est la nutrition? Ça devait être une autosuffisance alimentaire concernant l'ensemble des produits, y compris le riz bien sûr, mais aussi les autres céréales. Mais aussi, ça devait être orienté vers une agriculture durable. Cela veut dire que ne pas atteindre l'autosuffisance alimentaire et rendre malade l'ensemble des Sénégalais. Cela n'est pas durable. Nous savons que dans la zone des Niayes, aujourd'hui, c'est la zone de prédilection de l'horticulture. Surtout pour les légumes, mais aussi pour les fruits. Mais puisque nous réfléchissons à long terme, d'ici 20 ans, nous savons que la zone des Niayes, son visage va changer. Demain, très certainement, la zone des Niayes sera la zone, l'Eldorado minier du Sénégal. Il faudrait prévoir cela.
Parce que dans la zone de Niayes, nous avons des richesses énormes minières, que ce soit le zircon, que ce soit l'ilménite, que ce soit le verre, que ce soit la tourbe et d'autres ressources minières que nous ne savons pas encore. Et nous, dans notre vision à long terme, nous pensons que demain, la zone de Niayes perdra son statut de zone à vocation maraîchère et fruitière et deviendra zone véritablement à potentiel énorme de ressources minières. Et nous savons que l'investissement privé direct étranger est concerné et intéressé par cette zone. Nous devrons penser à la négociation future, qui ne sera pas comme les premières entreprises minières dans la zone. Dans cette négociation, certainement, il y aura le gouvernement, mais il doit y avoir les collectivités locales, il doit y avoir les populations et les communautés qui participent, mais il doit y avoir aussi la société civile et la presse pour faire une régulation afin que les richesses de ce pays puissent bénéficier véritablement aux populations, bien sûr à ceux qui amènent leur argent, leur capital, mais aussi à notre pays. Nous devons faire une renégociation même des premiers accords miniers pour ne pas léser les populations, pour ne pas faire simplement de l'accaparement des terres. Et quand on sait que la terre est liée à l'eau, la terre est liée à la forêt, à l'arbre, les ressources naturelles sont dialectiquement liées. Vous accordez une assiette foncière à une entreprise, vous lui accordez en même temps l'ensemble des ressources naturelles liées à cette zone. Et nous pensons que le Sénégal pourrait être un Sénégal très riche, machallah, je le dis. Ce que nous avons comme ressources minières, celles qu'on connaît et celles qu'on ne connaît pas encore, est-ce qu'on ne devrait pas aller vers une exploration où le public sera intéressé? Ne pas laisser seulement les entreprises minières faire cette exploration et cette exploitation. Nous devons penser à l'université du futur, à l'université géologique dans la zone de Niayes. Nous devons penser à mettre en place un camp militaire et les forces de sécurité qui doivent y être pour prévenir demain. Parce que gouverner, c'est prévoir. Nous pensons aussi que la réflexion que nous essayons de faire est une réflexion holistique et globale. Nous partons de l'agriculture, mais les véritables contraintes pour l'agriculture sont en dehors de l'agriculture. C'est pourquoi l'agriculture écologique, biologique nous oblige à penser à la dimension culturelle. Donc, l'ensemble de nos valeurs, notre spiritualité, notre identité, nos mœurs et coutumes, nos connaissances et pratiques endogènes. Nous devons penser à la dimension sociale, la solidarité. Nous devons penser au rôle des femmes et des jeunes dans l'exploitation. Nous devons penser à la répartition équitable des revenus au sein de l'exploitation, au niveau du pays et entre pays. Nous devons penser à la dimension économique. Donc, avoir des revenus suffisants pour que les conditions de vie de nos populations changent dans le meilleur. Nous devons penser à la dimension écologique, une bonne gestion des ressources naturelles. Cela veut dire que donc les eaux, les forêts, la biomasse, l'air, etc., nous devons savoir que cela nous a été confié par les générations futures qui vont venir et nous devons les utiliser à bon escient. Mais aussi
penser à la dimension institutionnelle et politique afin que cette forme d'agriculture puisse être intégrée dans les politiques agricoles. Savoir que l'agriculture écologique, biologique, n'est pas seulement une production agricole, halieutique, etc., mais c'est un projet de société. Un projet de société qui va permettre l'épanouissement des populations sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan écologique, sur le plan économique et sur le plan politique. C'est ça le développement durable. Assalamu alaikum, yen mbooloo.